Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Bienvenue dans la deuxième partie des Grandes Gueules. Merci de nous écouter un peu partout dans le monde, de nous regarder à la télévision sur Espace TV. Nous le faisons depuis 13 ans pour votre plaisir. Nous vous servons. Merci à tous de nous regarder un peu partout à travers le monde. On s'occupe de vos messages dans un instant. Vous le savez, l'émission interactive. Continuez donc à réagir au 657 39 13 13 ou sur Twitter hashtag Espace GG. Dans un instant, nous lirons vos messages pour comprendre ce que vous pensez des sujets ici évoqués. En marche pour le congrès électif de la Fédération guinéenne de football, 3 candidatures déposées pour la présidence. La troisième est portée par une ancienne gloire, l'unique ballon d'or de notre pays. Actuellement directeur technique national de la FEGIFOOT, Chérif Souleymane du célèbre AFIA 77, ne veut plus jouer les seconds rôles. Il bénéficie du soutien des anciens sociétaires de ce club légendaire des années 70. Pas que lui d'ailleurs, l'ancien capitaine du Sili national de Guinée, Titi Camara, vise lui le poste de premier vice-président. Sa candidature et celle de 4 autres de ses confrères, dont un de ses anciens coéquipiers, ont même été validés. Lui qui a été sélectionneur du Sili A, ministre des Sports, a une ambition pour le sport roi, ambition qu'il a résumée dans un projet qui propose aux membres statutaires de la fédération. Aboubakar Sidiki Camara, comme on l'appelle à l'état civil, nous en parle un peu plus ce matin. Nous entendrons également Moussa Suler Camara, président des anciens sociétaires du AFIA, sur la candidature de Chérif Souleymane. Mais d'abord, vos réactions sur nos différentes plateformes. Vous le savez, l'émission interactive. Qu'est-ce que vous dites? Vous nous dites ce matin sur Twitter. Nous allons partir avec ce premier internaute qui réagit. C'est qui, effectivement... C'est Patekourou Diallo qui nous écrit sur Twitter pour le football guinéen. KPC a bien fait de revenir. J'espère que le choix des présidents et vice-présidents à la Fédération guinéenne de football se passera sans corruption. Madame, le pays est dans l'impasse totale. Il faut craindre tout. Hommage à Antonio Soare pour le service rendu. Hashtag Espace GG. Nous partons avec Aboubakar Camara cette fois sur Twitter toujours. Il dit bonjour les grandes gueules. Les prélèvements d'argent ne commencent pas par ces agents de sécurité, c'est la coutume. Il dit dans tous les centres d'instruction, tout est payé là-bas, sauf le manger. Et j'assume mes propos que même les ministères, même leur ministère, même le ministère, il veut dire peut-être est au courant de la paix. Vous payez de gré ou de force, il nous dit Aboubakar Camara. Hamid le Guinéen réagit également à nos sujets. Il dit bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe. Ce sujet de recrutement des policiers vient encore donner raison à Jean-Pierre Colly qui mettait à nu la magouille entretenue à la fonction publique. De toute façon, rien ne nous étonne dans ce pays maintenant. Hashtag Espace GG. Nous partons avec Tidiane Botegeba, hashtag Espace GG. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de bavures policières lors des manifestations, que ce soit politique ou social, car si des agents se voient recrutés par affinité, rien ne nous étonnera désormais. Tidiane Botegeba depuis Douala au Cameroun. CC Jean-Louis Loa, le bourgeois, nous écrit également sur Twitter. Il dit bonjour Espace. Les recrutements en Guinée se font à huis clos de façon frauduleuse. C'est pourquoi nous avons des forces de l'ordre qui sèment le désordre et qui ne répondent pas aux attentes de la population. Il faut que cela change, sinon nous sommes très mal barrés. Il le dit CC Jean-Louis sur Twitter. Ibrahim Assori Kouyaté nous écrit également si la formation de base des agents politiques de police est faussée, il veut dire ne soyez pas étonnés que cela ait des répercussions sur la population. Les persécutions et autres abus que subissent les populations en disent long sur l'état d'esprit de ces agents à la moralité douteuse. Ibrahim Kouyaté donc qui nous écrit. Youssef Kaba lui il dit ceci. Le recrutement par affinité a toujours été le principe d'intégration des services de sécurité. Il ne date pas d'aujourd'hui. Le mode évolue d'un régime à un autre. La soi-disant réforme n'aura pas eu raison de ce système bien entretenu qui fait de nos FDS des milices.
Nous partons avec un dernier sur Twitter, Mohamed le politologue. Il dit bonjour les grandes gueules. L'État guinéen a du pain sur la planche. Notre système de santé ne fonctionne pas du tout. Il faut que l'État se bouge. On ne peut pas rester toujours à pleurnicher sur notre sort. Il faut rendre notre système de santé compétitif, attirer les autres donc vers chez nous. Il le dit. On va partir à présent sur le 657 39 13 13. Qu'est-ce qu'il dit cet auditeur qui nous a envoyé ce message? Il dit bonjour les grandes gueules, moi je m'appelle monsieur Ouo Mori Kamara, directeur général d'une entreprise de construction et je suis à Fassia. L'écoute est très très favorable ici. Il pose la question où est Mafoudi à Bangoura? J'aime beaucoup ses interventions dans ces jours-ci. Espace, vous êtes les meilleurs. Et il s'intéresse donc à Mafoudia qui est un peu souffrante, à qui d'ailleurs nous souhaitons un prompt rétablissement. Bonjour la team des grandes gueules. Les problèmes en Guinée sont multiples et divers et la mauvaise foi des cadres est devenue un fléau au sein de l'administration. Il faut faire table rase de ces pratiques nocives. Mais comment? Il pose la question. Excellence Baldé donc qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Les machines dont vous faites allusion sont caduques et rudimentaires. Déplacez-vous pour la véracité des faits. C'est en cela on peut vous qualifier de bon journaliste. Il fait donc cette suggestion même s'il ne signe pas son message. Nous partons avec cet autre auditeur. Bonjour les grandes gueules, c'est Souma Jibril depuis Wankifon. Je pense que l'État doit veiller à la moralité des personnes qu'on recrute à la police puisque n'importe qui ne doit pas intégrer ce corps, il le dit cet autre auditeur. Deux derniers donc avant de continuer cette émission. Bonjour les GG, la police guinéenne est capable de payer les policiers mais c'est bizarre. Signé Cissé Bando depuis Kindia, je ne comprends pas le message. Cet autre qui nous écrit, il dit bonjour les grandes gueules, je faisais partie de ces nouvelles recrues à la police, à la CMIS le 5 août 2020 et après la commune de base, un jour en plein exercice d'armes, on m'a mis à la porte que la décision vient du haut niveau. J'ai tout fait pour me retourner mais en vain. On m'a remplacé par quelqu'un d'autre, un témoignage donc que nous avons. On m'a remplacé par quelqu'un qui n'a pas fait la formation. Il y a 4 mois que je cherche à rencontrer Bafoué ou Damanta, mais hélas, il y a beaucoup de choses du jamais vu qui se passent là-bas que vous ne savez pas encore. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi le numéro de Jacques ou Moïse. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous n'avez qu'à venir ici à la radio. Vous pourrez les rencontrer, bien évidemment, pour partager ces informations. Encore une fois, merci d'être avec nous sur Espace TV. Nous continuons donc cette émission. Alors, Moussa Moïse, on va parler de football à présent. Peut-être qu'on va commencer par Antoine, bien évidemment, avant que notre invité ne soit en studio. Avant d'aborder le sujet du football, on va partir à la Bonagui, bien évidemment, en parlant de ce... Il y a un certain malaise. Bien sûr, ce matin, il y a eu une descente musclée des agents de femmes. Un malaise qui ne dit pas son nom. Oui, exactement. Donc, les travailleurs ont décidé de faire grève ce matin. Ils ont donc été surpris de voir que les policiers, des agents en uniforme, on parle de policiers donc sur place qui... Les grandes gueules. Par la direction générale afin de mettre dehors tous ces travailleurs donc qui réclamaient le droit. Okay. Donc il y a eu quelques accrochages de ce côté-ci. Il se trouve que l'année dernière, nous avons parlé de la grève de ces travailleurs de la Bonagui. Juste à côté ici, ces travailleurs qui demandaient une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail notamment, parce que cette usine, elle travaille dans notre pays, mais elle ne dessert pas que la Guinée, elle dessert quelques pays de la sous-région sur, bien entendu, les différents produits qui sont ces marques de fabrique. Et donc, la santé économique de l'usine se passe de commentaires. Il n'y a pas vraiment une sorte de... Elle ne connaît pas de récession, elle ne connaît pas en tout cas de déficit budgétaire. Donc, au regard de tout cela, les travailleurs ont demandé une revalorisation salariale. Cela a conduit à une grève et ensuite, il y a eu des négociations qui ont été entamées, des négociations tripartites entre la direction générale, l'inspection générale du travail et le syndicat. J'espère que l'inspection ne va pas nous envoyer encore le monsieur que nous avions reçu la fois dernière pour venir nier tout cela parce qu'il y a des documents qui en font. Les grandes gueules. Donc, il y a eu cette rencontre tripartite et ça aboutit à des engagements pris par la direction générale, des engagements notamment sur l'adoption de la nouvelle grille salariale qui devait entrer en vigueur au mois de janvier dernier. Mais cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la direction générale a écrit
qu'on appelle à monsieur le premier titulaire de la délégation syndicale de cette usine pour lui expliquer que il avait été, donc faisant suite au courrier, je vais lire le contenu, faisant suite au courrier du 1er février 2021 et de la réunion du comité de direction du 2 février avec l'équipe syndicale sur l'objet mentionné ci haut, c'est-à-dire planning de clôture des négociations sur l'adoption de la nouvelle grille salariale. Et nous venons par la présente vous réitérer que la date du 30 avril 2021 est la date butoir pour l'applicabilité d'une nouvelle grille salariale. Ils ont dit le 30 avril 2021, l'applicabilité de la nouvelle grille salariale. Nous sommes aujourd'hui... On est en mai. Nous sommes en mai. Et cela n'a pas été fait. Donc, réaction donc à cela, le syndicat a décidé donc de faire grève, de tout bloquer. Parce que l'usine, puisque elle vend beaucoup sur le marché local, mais également hors du pays, elle ne pouvait pas se permettre que ces différentes unités, ces différentes machines soient à l'arrêt. Donc, la direction générale a trouvé une sorte de pièce de rechange, une alternative en faisant appel à des contractuels et tout cela, ceux qui avaient été empêchés par ces travailleurs titulaires, d'où peut-être l'intervention des agents des forces de l'ordre. Moi, j'aimerais quand même interpeller encore une fois notre inspection générale du travail pour que ce soit une inspection véritablement qui soit au service des travailleurs, qui soit au service du respect de la loi, du respect du code du travail. Parce que c'est quand même extraordinaire que ce problème perdu depuis l'année dernière et qu'il n'y ait aucune raison valable pour que ces messieurs-là, ces Guinéens-là ne puissent pas en tout cas bénéficier du minimum qu'ils demandent. Moi, je trouve quand même qu'il y a du laisser-aller, on en dira. Parce que quel que soit ce que vous direz ce matin, ils prendront cela comme étant une sorte de redondance et du déjà vu. Alors que sur le terrain, il y a des pères de famille qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y a un travail qui leur est demandé qui devient de plus en plus exigeant parce que le nombre d'heures et tout ce qu'ils font pour que l'usine puisse se tourner à rond. Quand la production augmente, exactement. Donc ils font beaucoup d'efforts. Ça devrait se répercuter alors, sur le salaire. Ils peuvent aujourd'hui, la santé économique de cette usine peut permettre à ces travailleurs d'avoir de bons salaires. Il faut que l'inspection générale du travail se bouge parce que nous reviendrons sur ce dossier. Bien, rapidement. Oui, il faut rappeler que Bonagui, c'est une entité qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a un besoin important en termes de main-d'œuvre. Maintenant, on parle de 2020, mais n'oubliez pas qu'en 2015, on parlait également de la même crise ici à Espace. Parce qu'on se souvient à l'époque, on disait qu'on avait au moins 220 travailleurs au sein de l'usine, mais plus le temps passe, aujourd'hui on est pratiquement autour d'une centaine. Donc à chaque fois que ces travailleurs montent au créneau pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail, il y a des licenciements qui s'en suivent, sans oublier qu'avec la production qui est faite en Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie sont couvertes par cette production nationale. Donc ça veut dire tout simplement il y a quand même un besoin qui est là. Maintenant, ce que moi je n'arrive pas à comprendre, imaginez-vous en 2018, il y avait eu le même protocole d'accord qui avait été signé avec la direction. Donc aujourd'hui, on est en 2020. Donc depuis 2015, pratiquement, les crises ont été différées. Il y a eu des licenciements sans fondement parce que si vous licenciez une personne, il faut motiver le licenciement. Est-ce que c'est pour motif personnel ou économique? Cela n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on est en 2021. On continue encore avec la même crise. Et rappelez-vous que le protocole dont on parle, en son point 2, normalement, parlait un peu de ce mécanisme qu'il fallait mettre en place pour le traitement salarial de façon annuelle. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Je pense que l'inspection générale du travail devrait comprendre une chose. Vous n'êtes pas là pour défendre que les patrons qui tiennent des entreprises, mais vous êtes là pour faire une médiation entre deux entités, l'employé et l'employeur. Si la médiation échoue, maintenant, je pense que c'est à cette délégation syndicale aujourd'hui de passer devant le tribunal du travail et voir qu'est-ce qu'il faut faire, même si on sait qu'à cette étape aussi, lorsque vous arrivez, souvent, ça devient un coup d'épée dans l'eau. Les grandes gueules. Les travailleurs qui continuent quand même à tirer le diable par la queue, sans oublier que l'usine fonctionne 24 heures sur 24. Et peut-être qu'il faut aller vers ces responsables de l'usine, Moussa Moïse, voilà, pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. La dernière tentative avait échoué. Cette année, nous ne sommes pas repartis. Voilà, parce que quand on accueille mal une première fois, on ne repart pas. Voilà. Je pense que les grandes gueules. Il faut toujours essayer on va continuer peut-être avec ce sujet une prochaine fois, mais on va déjà recevoir notre invité dans ce studio. C'est une légende, hein, il faut le dire. Une légende vivante. Légende vivante. Ah ben bien sûr. Non, Moïse, calme-toi. La preuve est qu'il est ici. Bien sûr, la légende universelle. Là, on ne dira pas le contraire. Faut pas aussi occulter qu'il soit un camarade. Titi Camara. Bonjour. Voilà, c'est ça. Les camarades se retrouvent. Bonjour, bienvenue, monsieur le ministre.
ministre. Bonjour, monsieur, dame. Bien. Je veux Allez-y. rendre au football guinéen ce que le football m'a donné. C'est une ambition, mais qu'est-ce que cela représente réellement? Au fait, c'est un slogan et ça résume tout ce que je veux apporter à la Guinée. Vous savez, le patriotisme, c'est pas le fait de le dire. Il faut avoir le sang qui coule dans les veines. Et à tout moment, je pense que j'ai Micro. dit, même en pratiquant le football, j'ai toujours dit aux gens que je suis fier d'être guinéen dans tous les clubs où je suis passé. Et même quand j'ai eu le poste de ministre des Sports, j'ai montré vraiment que j'avais une vision. Le fait d'appartenir au premier gouvernement du professeur Alpha Condé, avec ma vision, on a pu déposer la dette de garantie à la Confédération africaine de football. Je pense que c'est un acte symbolique et mon souhait que la Guinée se développe à travers le sport. Très bien. Ouais. Alors, votre candidature au poste de vice-présidence de la Fédération guinéenne de football, qu'est-ce qui motive cela? Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater? Est-ce qu'il y avait un obstacle au début? Parce que les nouvelles candidatures, vous faites partie du lot des nouvelles candidatures. Quand il y avait la bataille serrée entre Antonio KPC et autres. Non, lui, il était déjà candidat. candidat. Depuis le départ. Peut-être que la question, Jacques, quand même, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a bien pu, qu'est-ce qui l'a motivé à être candidat à ce poste-là de vice-président pour quelqu'un comme lui qui aurait pu être visé plus haut, qui aurait pu être président. Non, en fait, vous savez, moi, mon objectif, c'est de rendre service au football et à la Guinée. Si j'ai postulé pour être le premier vice-président, c'est pas pour rendre service à un individu, mais à la nation. C'est pour ça que j'ai postulé. Et vous savez, on le dit souvent que le football au footballeur. D'accord, oui, mais ça, je comprends. Notre inquiétude, le football au footballeur. Le football au footballeur. Mais on était téléspectateurs. Là, aujourd'hui, je veux que je sois acteur. Vous voulez être acteur et ce que vous présentez comme projet, on va aller dans le contenu tout à l'heure. Mais déjà, par la présentation, c'est très beau. Mais c'est votre projet. Et forcément, il y aura un président à la tête de la fédération qui aura aussi son projet. Comment concilier deux projets pour la même fédération, pour le même football? Vous savez, en général, en Guinée, quand les gens veulent appartenir à une institution, ils ne viennent pas avec un programme. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le diagnostic. Il y a une feuille de route. Vous savez, les décisions à la fédération guinéenne de football, c'est collégial. C'est pas individuel, c'est pas comme on gère une entreprise. Mais cette fois-ci, j'ai réfléchi, j'ai mis une feuille de route. Je pense que si je suis élu comme premier vice-président, je soumettrai ça au bureau exécutif. Alors justement, lorsqu'on regarde votre programme, vous parlez du projet FOAR, vous parlez du secrétariat, qui est quand même un organe important de la fédération, de la direction technique nationale qui existe déjà avec M. Chérif Souleymane, un projet ambitieux. Mais votre programme ressemble plus au programme d'un président d'une fédération, peut-être qu'à celui d'un vice-président. Alors là, il y a des craintes parce qu'on va se dire celui qui viendra, si son programme ne tranche pas avec celui de Titi Camara, il y aura quand même des difficultés à mettre en œuvre ceci. Donc c'est ça, vous savez, quand on est soucieux d'apporter un plus au football guinéen que un autre vient avec un autre programme ou moi je viens avec mon programme, l'essentiel qu'on puisse conjuguer le même verbe. Parce que quand on parle de la fédération, c'est un objectif commun. Et c'est ça qui est important. Moi, sur la feuille de route que je veux proposer au nouveau bureau rentrant, je pense que tout est établi dedans. Que ce soit la secrétariat, la direction technique nationale, la gouvernance, les infrastructures, le projet Forward, le CILI national. Aucun parmi ces candidats-là ne parle de CILI national. Donc, nous avons un problème au sein de l'équipe nationale. Il faut soigner l'image du CILI national et être ambitieux pour aller loin à la conquête de l'Afrique. Ouais. Justement, c'est pourquoi d'ailleurs, si on parle d'élection, c'est qu'il y a un programme. Sinon, le candidat, s'il y avait un candidat unique, on l'aurait suivi et à lui de désigner ses vice-présidents si c'était un programme commun.
Je me dis que si chacun est candidat, ce serait intéressant que chacun ait au moins son programme, afin qu'à l'interne, qu'il y ait une forme d'unicité des programmes pour pouvoir évoluer. Et moi, je reviens sur la question de la crainte liée à cette forme de rivalité qui peuvent advenir au sein de la fédération. Si chacun de vous a un programme qu'il veut appliquer au football, est-ce que quelque part vous ne serez pas confronté à des difficultés liées à une certaine entente à l'interne? Non, je ne pense pas qu'il y aurait des difficultés. Vous savez, le football, le résume, c'est un sport collectif. Okay. C'est vrai qu'il y a des distinctions individuelles, mais quand il y a le collectif qui prime, je pense que tout le monde a gagné. D'accord. Et vous êtes déclaré candidat Titi Camara au lendemain d'un conflit qu'on a pu voir entre KPC et Antonio Soare. Et vous avez pris la part d'Antonio en étant candidat à cette élection. Dites-nous quel a été votre regard sur d'abord la première candidature de KPC et sur les guéguerres qu'il y a eu pour ce poste de président. Non, moi, ce que je pourrais vous dire, vous savez, moi, je ne suis pas venu ici pour parler de le président sortant ou bien le président entrant. Essayons de parler. Il y a eu des tractations tout de même. Non, de toute façon, tout ce qui s'est passé autour, avant, pendant, ça honore pas le football guinéen. Il suffit seulement de fédérer, de se rassembler, parler de football. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui pratiquent, c'est un rêve pour eux. Il ne faut pas que nous gâchions à cause des intérêts personnels. C'est pour ça que je souhaitais que la famille de football qui se retrouve, que nous parlons le même verbe pour essayer de sauver le football guinéen. Avec ce retrait d'Antonio Soare, qu'est-ce que cela vous a inspiré finalement? Antonio qui s'est retiré à la nouvelle candidature. Moi, j'ai travaillé avec le président Antonio pendant 1 an. Tout le monde sait ce qu'il a fait dans le football guinéen, la générosité qu'il a eue, la passion qu'il a, et le fait que le président de la République l'a remercié. Je pense que ça a touché tout le monde. Et il va laisser un vide. Mais comme c'est quelqu'un qui est passionné, il est avec le Auréa sur l'académie, on aura toujours besoin de son expertise, de son expérience. D'accord, on va venir dans votre programme que vous présentez aujourd'hui à la vice-présidence, même si les questions autour de cela ont été posées. La gouvernance, vous avez dans votre viseur le secrétariat de la Fédération guinéenne de football. Qu'est-ce qui, à vos yeux, ne marche pas aujourd'hui et que vous souhaitez, lorsque vous êtes élu, que cela marche et avec quels moyens? Je pense que le secrétariat, c'est la cheville ouvrière de la Fédération guinéenne de football. C'est vrai qu'il y a des acquis qui ont été posés pendant les 4 ans avec l'équipe sortante. Et surtout, il suffit seulement d'améliorer, surtout de mettre un cahier de charge pour tous les clubs, comme je l'ai indiqué. Et aujourd'hui, nous avons un problème. Les transferts, ils ne sont pas protégés. Les transferts des mineurs entre les clubs déjà à Conakry, en Guinée, entre l'étranger et la Guinée aussi. Moi, j'ai souffert avec les jeunes de mon académie en mettant ce projet. C'était le projet sportif. Et après, le business, ça vient après. Il y a des gens qui profitent. Tout le travail que vous avez effectué pendant 6 ans, ils viennent, ils récupèrent les enfants. On va mettre fin à cela. Ça veut dire c'est pour ça que je mets un projet pour le secrétariat, au moins de mettre une équipe dynamique qui pourra faire face à ces problèmes. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des jeunes qui sont dans le domaine du football, qui veulent faire carrière? Ça, c'est partout. Mais moi, je dirais, au lieu de penser à les 10% ou bien à les 20%, il faut penser plus à l'aspect sportif. L'aspect sportif est important. Tous les jours, les enfants m'interpellent. Ah non, il faut que je parte. Cherchez à vous former. Et c'est l'exigence. En Europe, là-bas, vous savez, dans le sport ou bien dans d'autres domaines, il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus. Surtout quand on prend la sous-région d'ailleurs, c'est seulement la carrière des joueurs guinéens qui est très courte. Vous savez, nous, la chance que nous avons eue, nous sommes nés pendant la Révolution. Et nos parents nous ont inculqué, pour s'en sortir, il faut se battre. Ça veut dire, c'est d'avoir la passion, d'être déterminé, d'avoir un mental fort et après d'aller affronter la concurrence. D'accord. Et surtout, toujours par rapport à ce programme, vous parlez tantôt des compétitions. Parce qu'on sait que souvent on dit dans nos compétitions, il faut encourager l'aller et le retour. Et vous dites au premier point, l'organisation d'un championnat intégral pour toutes les catégories en aller-retour sur plusieurs mois et à défaut par zone.
sachez un peu le contexte aujourd'hui, la création des compétitions des jeunes. Comment tout cela va s'articuler? Non, il suffit seulement de reprogrammer le championnat. Vous savez, faut pas oser, il faut pas avoir peur d'aller au professionnalisme. Aujourd'hui, nous avons les moyens. On peut trouver les moyens avec des ressources de la place, avec l'État qui est un partenaire privilégié. Je pense qu'il faut se servir de ces acquis-là, mettre un programme que les enfants puissent compétir. Moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre que des jeunes passionnés, dans l'année, il y a 12 mois, qui fassent un mois de compétition. Les 11 mois, ils font quoi? Ils s'entraînent, c'est insuffisant. C'est pour ça que nous avons les lacunes aujourd'hui. Quand on prend la plupart des joueurs qui partent en Europe ou dans les pays maghrébiens, tout, ils ont du mal à s'imposer parce qu'il manque de compétitivité. C'est pour ça que c'est important, c'est de mettre un calendrier, un programme en place, au moins que les enfants puissent compétir. Toutes les catégories, que ce soit en minime, en cadet et en junior aussi. C'est des filles et garçons, sans les oublier. Et qu'est-ce que vous prévoyez dans le programme comme timing de compétition? Parce que vous dites une fois par an. Combien de fois par an? Au fait, mettre un programme que les enfants puissent compétir toute l'année, il faut tenir compte aussi de la saison des pluies. Mais moi, jusqu'à présent, personne ne peut me convaincre qu'on ne peut pas jouer pendant la saison des pluies. D'accord. Et de toute façon, la les saison autorités des pluies, de se mettre, d'être conscients, de faire des terrains, au moins que les terrains soient fermés, pas entièrement comme en Europe. Je pense qu'on peut le faire. Quand on prend est-ce que la fédération va s'employer à faire ce travail, ou alors vous allez compter sur l'apport du gouvernement, sans compter que dans votre programme, s'il est élu. S'il est élu, bien sûr. Maintenant, dans votre programme, vous dites aussi il faut voir comment augmenter la subvention de la FIFA et celle de la CAF. Ça, c'est l'argent que les autres donnent. Comment vous allez augmenter ça? Comme je n'ai pas fini de parler de la formation, des compétitions, vous savez, il y a le championnat de futsal. Ça, il faut mettre en place avec partenariat avec le ministère de l'Éducation, sous couvert avec la direction des sports scolaires. On a les moyens, on trouvera les moyens. L'État va nous accompagner. Il y a des instances qui pourront nous accompagner. Aujourd'hui, nous avons le projet Forward. Il y a la CAF aussi. Il y a d'autres partenaires aussi qui vont nous accompagner. Il suffit seulement d'ouvrir l'éventail. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. D'ouvrir l'éventail, et de donner la possibilité à d'autres partenaires. Quand on prend les pays limitrophes de la Guinée, ils ont 50 sponsors. Et moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre qu'on a un seul sponsor qui est de la place ici. Non, c'est d'ouvrir l'éventail avec le nom de CELI National. C'est une marque. C'est une question de leadership. Il y a une question, parce que vous dites que l'État va nous aider. On sait que traditionnellement dans ce pays, on est allé jusqu'à écouter l'un des présidents d'un club ici qui avait dit moi je ne vais plus mettre mon argent dans le football parce qu'après vous vous rendez l'État paresseux. Souvent c'est ce qu'on dit. Le départ d'Antonio, beaucoup se disent il y a des craintes parce que lui au moins il préfinançait, il mettait la main à la poche. Et lorsque vous nous dites ce matin l'État va aider, ça quand même il y a des problèmes parce que pour eux le football c'est pas une priorité. Donc c'est pourquoi beaucoup se posent la question sur la capacité même financière des candidats à anticiper dans un pays où l'État ne fait pas d'infrastructure. Mais il a aussi parlé de sponsors. Oui, mais sauf que c'est le même problème qui revient. Non, vous savez, mon objectif, que l'État s'implique plus, mais que la fédération soit autonome. Autonome comment? C'est de sortir, de trouver des partenaires, des sponsors qui vont nous accompagner. Le projet Forward, déjà, ça peut couvrir les dépenses de l'équipe nationale. Moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Le staff de l'équipe nationale, ils sont salariés par l'État, mais ils ne sont pas là. C'est sûr, ça fera mal quand je passe et je mettrai la discipline et la rigueur. Parce que jusqu'à présent, l'AP qui nous a amené une médaille de bronze pendant le CHAN, il n'a pas un salaire. C'est de proposer un salaire à tous les sélectionneurs, toutes les catégories, mais en condition qu'ils vivent en Guinée. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget du projet Forward dont vous parlez? C'est énorme. C'est énorme. C'est le projet même qui a permis... C'est bien monté. Oui. En 4 ans, la Guinée peut avoir 14 millions de dollars. Et quand même, l'autre question, rapidement, c'est sur... Peut-être qu'il peut revenir sur ma question maintenant par rapport à la subvention. Vous dites dans votre programme, il faut augmenter les subventions de la FIFA et puis de la CAF.
comment y parvenir, puisque ce n'est pas vous qui donnez, c'est les autres qui donnent de l'argent. Comment les inciter, n'est-ce pas, à augmenter leurs subventions? Ils le feront parce que, vous savez, 14 millions de dollars, c'est énorme. Oui, mais comment vous pouvez en être certain? Non, il suffit seulement... La Mauritanie n'est pas une grande nation de football. Ils ont pu construire 4 terrains synthétiques et 4 terrains. C'est pour ça qu'ils ont organisé une phase finale de les U20 chez eux. Qu'est-ce que vous allez faire pour convaincre la FIFA et la CAF à augmenter la subvention? Il faut mettre des bonnes personnes qui pourront aller défendre le dossier. Et justement, sur la même question, puisque vous parlez de projet Forward, aujourd'hui, quand même, c'est Naki, le centre technique de Nongo. Moi, je vois quand même des enfants. Il y a une détection dans tout le pays. On nous apprend qu'il y a une centaine. Aujourd'hui, catégorie filles, les 10 ans, 11 ans, les 16, 14, ils sont là-bas. Et ça, c'est un acquis. Maintenant, la crainte est que cela soit préservé, parce que nous apprenons que la même idée avec l'équipe dirigeante d'Antonio, il y avait un centre qui était prévu à Kindia et qui pratiquement est opérationnel à Zéry-Corée. Maintenant, comment aller au-delà de ça, sachant que les enfants passent la nuit là-bas, ils ont des formations là-bas et ça va permettre que dans les années à venir, on ait des catégories qui vont venir de ces écoles, ce qu'on n'avait pas hier, malheureusement. Non, ça c'est un acquis, il faut le saluer. Mais vous savez, ce projet fait partie de Grassroots, que la FIFA donne à toutes les associations. Ça veut dire, moi, mon objectif, si je suis élu, je proposerai au nouveau bureau qui va rentrer, ce projet Grassroots qui va permettre que le football soit pratiqué dans les 4 régions naturelles. Pas qu'en Guinée, pas qu'à Conakry seulement, mais dans les 4 régions naturelles, filles et garçons. Ça veut dire que c'est réservé pour les enfants de 10 ans jusqu'à 12 ans. Alors, vous parlez également de... Vas-y. Ouais, de Fustal. De futsal, vous en parlez. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les ressources humaines, les infrastructures se prêtent à tout cela? Parce qu'on sait que par le passé, par exemple, avec le ministère de l'Éducation, il y avait des compétitions scolaires et universitaires, mais aujourd'hui tout cela ne semble plus être une réalité. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour que le ministère de l'Éducation revienne de plein pied dans le système sportif? Vous savez, il y a la RDC Congo qui vient de bénéficier d'un gros montant de la FIFA en mettant ce projet. Je pense que le plus important, essayons de faire sortir les enfants de la rue et mettre dans une structure. Je pense qu'avec le championnat futsal, ça va permettre au ministère de l'Éducation aussi, et sans oublier sous couvert de la direction des sports scolaires, nous conjuguons le même verbe pour essayer d'aider ces enfants-là qui sortent de la rue. Je pense qu'il y a la possibilité, il y aura les moyens aussi pour faire sortir les enfants de la rue. On va continuer à vous poser des questions à Aboubakar Titi Camara, ancien sociétaire du Sili, ancien ministre de la République, ministre des Sports. On va aller sur le terrain, écouter un autre son de cloche avec Moussa Suler Camara, président des anciens sociétaires du AFIA, sur la candidature notamment de Chérif Souleymane. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y, Jacques Lewal. Alors, monsieur Camara, pour commencer, pourquoi c'est vous qui décidez de porter la candidature de Chérif Souleymane? Je l'ai eu au téléphone, il dit c'est pas moi, ce sont mes collègues. Pourquoi vous avez décidé de le présenter à cette compétition, à ce congrès? Je vous remercie. D'abord, quand vous dites pourquoi vous avez décidé, je dirais que non. Moi, je suis dans une institution et avant de faire quoi que ce soit, je me réfère à tous les membres de mon bureau exécutif et le résultat qui sort de ce bureau, ce que moi j'expose. Ça veut dire que les anciens sociétaires ont voulu avoir un candidat, forcément? Voilà, d'abord, l'association des anciens footballeurs internationaux de Guinée, AFIG, c'est une association qui a été créée sur la demande de la FIFA. Et à cette occasion, moi, j'ai été élu comme président. Donc, nous avons normalement des objectifs. Et le but de cette association,
D'abord, c'est de créer et d'entretenir le développement dans une atmosphère de compréhension réciproque entre les associés. Donc, dans ces buts, il y a de favoriser et d'inciter la réinsertion des membres de l'association dans les structures socio-économiques de la nation. Et c'est dans ce cadre que moi j'interviens présentement pour ce qui concerne la désignation de M. Chérif Souleymane. Oui, Chérif Souleymane, c'est bien beau. On sait que lui, on peut vraiment pas nier que c'est une légende, le seul ballon d'or et tout cela. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a un temps pour tout et que pour ce monsieur, c'est vraiment trop harassant pour lui encore de revenir dans un monde où il y a la concurrence, il y a des coups bas, où il n'y a pas de pitié. Je pense que vous ne trouvez pas qu'il a fait cette époque déjà et qu'il doit se reposer? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. D'abord, c'est le droit de tout Guinéen qui remplit les critères d'éligibilité de se porter candidat ou se faire porter pour les élections de la Fédération guinéenne de football. Donc, Chérif Souleymane, il est le directeur technique national. Il a un bagage technique que personne ne nie. Et nous avons une situation qui est en face de nous aujourd'hui. Nous sommes près d'une crise. Donc, il est de notre devoir, n'est-ce pas, de trouver les voies et moyens, pas seulement nous, mais tout bon Guinéen, pour qu'on évite ce que nous avons vécu par le passé. Donc la décision, à vous entendre, c'est pour sauver le football guinéen qui, selon vous, traverse une crise. Dites-nous clairement, c'est quoi votre programme pour sauver le football guinéen? Je sens de l'improvisation, de l'impréparation dans ce qui se fait. Vous êtes le dernier candidat pratiquement à venir après AKB et KPC. Dites-nous, qu'est-ce que vous envisagez de particulier qui soit différent des deux autres candidats? S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas là pour parler des deux autres candidats. Je suis là pour défendre les intérêts de la nation. Et à travers mon association, nous avons trouvé nécessaire d'intervenir. Et dans l'intervention là, nous avons vu que Chérif Souleymane, parce que c'est un fauteuil vide, qui se promenait et il n'y avait pas de candidat. Nous ne pouvons pas rester. Oui, mais ma question est précise. Le fauteuil vide là, c'est pas pour n'importe qui, c'est pour tout le monde. Voilà. Dites-nous, c'est quoi votre programme concrètement? Avec quoi vous voulez convaincre les membres statutaires à voter pour Chérif Souleymane? Qu'est-ce que vous envoyez comme programme? Calmez-vous. On va se comprendre. Si vous avez besoin de connaître le programme de l'association ou de mon candidat, nous sommes prêts à faire un débat. Et là, vous avez l'opportunité de nous présenter votre programme de façon ramassée. Oui, mais vous m'avez pris dans la rue. Vous étiez été appelé il y a moins d'une heure de temps. Non, mais pour quelqu'un qui est candidat, qui a un programme, même si vous le réveillez la nuit, il est capable de développer son programme, monsieur. Mais vous vous trompez, moi je ne suis pas candidat. Écoutez, madame. Mais vous défendez un candidat, justement. Voilà, je défends le candidat. La première question a été bien posée. Je défends le candidat. C'est un devoir pour moi d'intervenir dans ce cadre précis si l'image de notre pays est en menace. La candidature de Chérif Souleymane n'est pas contre quelqu'un. C'est juste sauver l'honneur du pays, éviter une crise qui connaîtrait des résultats très chers. Bien. Qui vont nous coûter jusqu'à la suspension. Donc, parlant du programme, je ne peux pas vous parler du programme maintenant.
Bien. Et justement, c'est ce qu'on voulait savoir avec vous. Nous voulions savoir si vous avez justement un programme à présenter, notamment aux footballeurs, aux gens qui aiment le foot de ce pays, justement par rapport pour défendre votre candidat. Et puisque vous n'en avez pas, peut-être comme vous l'avez dit, on joindra ultérieurement quelqu'un d'autre. Merci à vous. Il s'agit de Moussa Suler Kamara, président des anciens sociétaires du AFIA, sur la candidature donc de Chérif Souleymane. Nous continuons donc cette émission avec notre invité ici en studio qui a un programme. Justement, un programme déjà qu'on a ici sur la gouvernance, les questions techniques, les infrastructures. Maintenant, c'est toujours par rapport au projet Forward, parce que vous dites que vous avez des ambitions. Vous parlez de 15 millions, je crois, hein, de 14 millions de dollars. Cependant, si vous partez par exemple sur le site de la FIFA, on dit que pour le projet Avoir, c'est juste 6 millions de dollars en 4 ans, à raison de 2 millions maximum par an, et cela sur la base des projets durement justifiés avec une méthode d'évaluation très contraignante. Surtout, eux, ils en ont 6 millions de dollars et vous nous parlez de 14 millions. Comment lever ces fonds, sachant que les critères sont contraignants et surtout très difficiles? Non, tout dépendra du besoin du pays. Vous savez, quand on est à la tête d'une institution, il faut la transparence et la visibilité. Et les fonds que nous allons recevoir, si moi je suis élu, ça sera divulgué devant le peuple de Guinée. L'orientation, et les gens y seront. Parce que le projet Forward, au fait, c'est fait pour entretenir les infrastructures existantes et améliorer et surtout mettre d'autres projets en place pour mettre des terrains de proximité pour la jeunesse. Et après, pour l'équipement de la fédération, et sans oublier, avec ces fonds-là, c'est destiné pour prendre en charge les déplacements des équipes nationales, plus les équipements. Ça veut dire le matériel d'entraînement, les ballons, le mannequin, les plots, tout ce qui suit le fonctionnement du football. Très bien. Vous dites avoir fait le constat en tant qu'ancien footballeur et dirigeant que les footballeurs avaient des difficultés à se soigner. Je pense que le problème est d'abord un peu plus grave que cela, c'est-à-dire qu'après, au lendemain de la fin de leur carrière, on sent tout de suite une descente aux enfers. Comment mettre fin à cela pour que voilà, nos footballeurs, nos légendes ne soient pas au lendemain de leur carrière voilà, ceux qui viennent du Fils Abdelilai. Vous savez, moi ça me fait mal au cœur tout ce que je vois autour du football. Ça date pas d'hier. Même en Europe, là-bas, il y a des anciens footballeurs qui sont dans des difficultés quand ils finissent leur carrière. C'est d'interpeller. Et nous avons l'opportunité, le fait que j'ai connu le haut niveau, le professionnalisme aussi. Là, je soumettrai ça à la Ligue professionnelle, en Ligue 1 et Ligue 2, obligatoirement pour que tous les joueurs soient salariés, qui cotisent à la Caisse nationale. Nous avons des banques qui peuvent accompagner ce projet. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de mettre ça en place. Quand je parle des acteurs, vous savez, il y a beaucoup de jeunes. Il y a un jeune qui s'est blessé pendant la phase finale, les U17, qui a perdu sa jambe. Ça, c'est une perte de licence. Mais si les joueurs aussi, ils ont une assurance individuelle, à la fin de leur carrière, l'initiative que le président de la République a eue en donnant un montant forfaitaire aux anciens gloires culture et sport aussi, pour éviter tout cela, que les gens traînent dans les bureaux ou bien qu'ils fassent le mendiant. C'est pour ça que j'ai mis ça en place. Ça, c'est un projet que je tiens à cœur, que les footballeurs, quand ils finissent leur carrière, qu'ils puissent bénéficier de ces avantages-là. Parce que la carrière d'un footballeur, c'est 15 ans. C'est pas 30 ans. Et après, rentrer dans la vie active, c'est pour ça que nous allons se servir de la direction technique des sports qui est à Nongo, que les joueurs soient formés. En les formant, ceux qui sont en activité, après leur carrière, ils peuvent être des journalistes, des consultants, ils peuvent être des agents de joueurs, ils peuvent être des kinés, ils peuvent apprendre l'informatique aussi. C'est pour ça que je tiens à cœur qu'on puisse mettre ce projet-là en place. Bien, allez-y Jacques Léo. Oui, une question, voire deux. Mais c'est d'abord par rapport à vos liens avec d'autres candidats à la première vice-présidence. Il s'agit de Lucien Bendou Guilao, mais également de Djibril Diarra Bekin.
il se murmure que vous êtes en train de travailler pour retenir une seule candidature. Est-ce qu'une vérité? Et le choix irait vers qui? Et puis, si vous êtes retenu à cette candidature-là, vous votez pour qui des trois qui sont déjà présentés comme candidats pour le premier jour? Là, je vais vous répondre simplement. Le candidat idéal pour le poste de vice-président, c'est moi. Non, j'ai dit pour la présidence. Non, au fait, vous savez, ce que nous avons partagé dans les vestiaires, on peut être opposant à un poste ou bien concurrent à un poste. Cela ne change pas ce que nous avons partagé. Parce que il n'y a aucune initiative en cours en vue de choisir un candidat. Pour le moment, le plus important pour nous, c'était de se retrouver. On s'est retrouvés à trois, on a discuté, on a fait part. Parce que, n'oubliez pas, s'il y a les 50 ans du football guinéen, frère Beken Gibri Diarra qui a fait les couloirs de Afia 77. Il y a eu Lucien aussi, leur génération, monsieur le ministre. Lucien, lui, il n'est pas trop connu, hein. Non, mais il a participé au moins. Il a joué. Il a joué, hein. On dit qu'il a mouillé le maillot. Moi, sur la base des photos qu'il publie, je me rends compte qu'il a joué. Mais vraiment, ceux qui ont joué, on les connaît. Non, il a joué. Il paraissait qu'il a joué qu'une seule compétition. Non, c'est qu'il a été victime aussi d'accidents, il faut le dire. Ah, d'accord. Vous savez, on a connu une génération de 60 jusqu'à 70 jusqu'en 80. Ils ont eu une longévité longue. La génération de Papa Camara, paix à son âme, Joléa, paix à son âme. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec eux. Ça veut dire que j'ai commencé tôt avec l'AS Kaloum, où nous sommes nés. Je pense que c'est le club le plus populaire de la Guinée. Et après, il y a eu la génération de 80 jusqu'en 90. Je pense que le ministre Lucien Guilao a pu appartenir à cette génération. Mais nous, quand nous sommes venus, notre génération de 90 jusqu'en 2004, je dirais plus de 80, 85, parce que moi déjà, j'avais plus de 20 ans de carrière. Il y a cette question. AKB, KPC, Chérif Suleiman, c'est qui votre candidat? Non, pour le moment, vous n'avez aucun. Hein? Il est candidat. Personne n'est élu. Oui, mais c'est justement parce que vous allez voter. AKB, c'est votre. Vous avez joué ensemble. C'est un partenaire. Voilà, KPC qui revient dans la course. Oui. Si on vous disait aujourd'hui de choisir en fonction, parce que vous connaissez tous les deux, tous les trois. Les trois, voilà. Non, moi je ne suis pas électeur. Oui, justement. Maintenant, si aujourd'hui, parce que vous avez un programme, vous avez un programme. Je ne suis pas électeur. Avec qui vous pourrez mieux développer ce projet? Je vous ai dit, je ne suis pas électeur. Je dis seulement, avec la feuille de route, c'est lui qui sera élu. Je suis obligé de. Alors, votre réaction sur la candidature de KPC c'est une bonne chose. Vous savez, on est tous des Guinéens. Toute personne qui peut apporter un plus pour le développement de ce football-là, il ne faut pas fermer la porte à personne. Et cette question, on avait un candidat dans ce studio hier, un autre à la vice-présidence, qui vous a lancé des pics en disant que Titi n'a pas géré, n'a pas géré au sein de l'administration du sport en Guinée. Pas bien géré. Bon, il n'a pas géré, c'est ce qu'il a dit. Et j'ai envie que ce matin, vous nous parliez un peu de votre parcours brièvement. Qui est Titi Camara? Non, mais il disait qu'il ne fait pas l'unanimité. Il y a des Guinéens qui vous ont vu peut-être jouer au football, mais qui ne connaissent pas forcément votre parcours. D'où est parti Titi de façon succincte? Parlez-nous un peu de votre parcours. Ça a commencé à Kaloum. Après, je suis parti en France en 98. On a sous les yeux les différentes dates. 98, et j'ai fait un an dans le Puy-Dôme, et après j'ai intégré le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, un club légendaire où j'ai fait 5 ans. J'ai commencé mes débuts là-bas. Et je pense que j'ai été le premier Guinéen à jouer dans le championnat français. Et après, pour franchir un palier, on avait joué une demi-finale contre Montpellier, mais malheureusement on a été éliminé. Après, je suis parti à Lens. Il fallait franchir un palier parce que Lens sortait d'une bonne saison. Ils étaient qualifiés en Coupe de l'UEFA à l'époque. Ça s'appelait les Coupes de l'UEFA. Et on a participé jusqu'en demi-finale. On s'est fait éliminer par le Bergen un club slovaque. Et de là-bas, il y a eu l'opportunité
de partir à l'Olympique de Marseille, un club légendaire où j'ai fait mes preuves. Ma première saison, ça a été difficile. Ça a été difficile, compliqué, parce que bon, je sortais d'un contexte. Vous savez, moi j'ai été formé comme un milieu de terrain, deuxième attaquant qui tourne autour d'un avant-centre. Et j'arrive à Marseille, Laurent Courbis, qui était notre entraîneur, il me dit de jouer à gauche. Après, ça a été une année compliquée, avec l'équipe nationale aussi en 98, où on se fait éliminer au premier tour au Burkina Faso. Tout le monde sait ce qui s'est passé avant. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, je suis parti à Liverpool. Vraiment, c'était la dimension totale. L'ascension Au fait, j'ai eu la chance d'avoir Pape Diouf, paix à son âme. On avait mis un projet en place, le projet sportif. Et chaque année et chaque début de saison, il fallait se fixer des objectifs pour les atteindre, pour que les clubs ont des yeux sur vous. Et j'ai eu la chance là de rencontrer cette personne. Et quand je suis arrivé à Liverpool, il fallait prouver, parce qu'il y avait les natifs, il y avait Michael Owen, il y avait Robbie Fowler, il y avait Riedle qui venait d'être champion en 90, il y avait Eric Mayer qui venait de championnat allemand où il était meilleur joueur. Et même avant la pré-saison, il y a un journaliste qui me pose la question, il me dit, mais M. Camara, est-ce que vous avez la chance de jouer contre les attaquants qui jouent dans leur sélection? Vous savez, en général, en Angleterre, tout ce qui se passe dans les autres pays ou bien dans les autres continents, ça ne les intéresse pas. Ouais. Eux, ils ont les yeux que sur chez eux. Et après, bon, il fallait montrer avec mon caractère que comme je suis un combattant, j'ai dit, je vous promets de quoi je suis capable. Ouais. Et on l'a vu... ma première saison, ça a été une saison formidable, comme si je marchais sous l'eau. Et après, il y a eu la sélection nationale où, pour rien au monde, dans tous les clubs où je suis passé, la Guinée passait avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous rappelez, j'ai toujours le brassard là. Un jour, je donnerai un de mes enfants. C'est le rouge ou le vert. Et un jour, il y a un arbitre qui me dit pourquoi je joue avec ce bracelet, mais c'était permis avant. Maintenant, c'est interdit. J'ai dit... Quand je joue, je porte ça, c'est la Guinée qui m'accompagne. Et c'est rare de voir un sport, chez nous en tout cas, des gens qui ont réussi à faire carrière tels que vous, à rester focus sur leurs objectifs, à ne pas aller dans les bureaux, le plus souvent tel qu'on le dit, certains de vos collègues, de vos coéquipiers en font foi. Comment vous avez pu rapidement, en une minute, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, pour inspirer d'autres jeunes joueurs, comment vous avez pu réussir ce plan de carrière? Pour éviter la mendicité. Pour revenir sur la question qui m'a posée pour mon parcours, tout. Vous savez, c'est un peu difficile de parler de moi-même. C'est pour ça que quand les gens me disent, le jeune homme qui dit que j'ai rien fait pour dans le sport, tout, faut pas qu'il oublie, quand je suis arrivé, j'ai pris l'AS Kaloum. Ça fait 13 ans que je suis rentré en Guinée. Je pouvais rester en Europe, mais j'ai décidé de rentrer, de contribuer au développement de ce pays. J'ai pris l'AS Kaloum. Le club était sanctionné par la Fédération guinéenne de football. Nous avons enseigné avec des amis. Nous avons mis une équipe en place. L'équipe a joué les demi-finales de la Coupe nationale. L'équipe est montée sans défaite. Et quand j'entends ça, et la preuve aussi, j'ai fondé mon académie, ça fait 6 ans, sans l'aide de personne. Le stade de 28 septembre, nous qui avons été des anciens pratiquants, quand je rentre là-bas, je paye. Ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme. C'est moi qui ai eu l'idée aussi de mettre des projecteurs, parce que mon projet sport-études, la plupart de nos enfants, ils partent à l'école. Aujourd'hui, nous avons 10 qui sont à l'université. Ça, c'est une satisfaction. Nous avons Richard Camara aujourd'hui qui joue avec l'équipe nationale A. Ça, c'est une satisfaction. Nous avons formé les filles aussi qui ont joué pour la Guinée. Il y a 3 qui jouent pour l'équipe nationale. Ça, c'est une satisfaction. Quand j'entends que moi, j'ai rien apporté en tant que dirigeant, bon, justement, quel message pour terminer? Je n'ai pas donné tellement de valeur à ce jeune-là. Il sait l'antécédent qu'on a eu quand j'étais ministre, les sous-facturations qu'il faisait. Il sait ça. Bon, c'est pour ça qu'il m'a attaqué. Bon. Là, je ferme les guillemets parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre un seul petit déjeuner qui coûte 100 000 francs guinéens.
Alors, pour vous dire. D'accord, bon, là je ferme la parenthèse. Mais c'est pour le dire, nous. Si ce sont des omelettes avec des trucs, la gastronomie française. Ça dépend des restaurants. Même si vous mangez le caviar le matin, je ne pense pas que ça vaut 5 000 francs. Bon, bref. Non, c'était pour le dire, le patriotisme, c'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il y a une chose que les gens font de l'amalgame en Guinée. Il y a la générosité et l'humanisme. Ils confondent ça avec patriotisme. Patriotisme, c'est de se sacrifier pour sa nation. Il y a une chose que beaucoup de Guinéens oublient. Quand on a joué la Coupe d'Afrique en 2004, c'était le 3e match contre la Tunisie. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pendant l'hymne national, il y a eu l'hymne national tunisien et après il y a eu l'hymne national guinéen. Et les Tunisiens, ils ont sifflé l'hymne national guinéen. Et moi aussi, pour saboter leur hymne national, je faisais des va-et-vient. Le délégué de match, le lendemain, il donne un rapport à la Fédération guinéenne de football que c'est l'indiscipline. Vous savez, vous devez savoir une chose. Moi, mes parents, la Guinée se sont battus pour avoir l'indépendance là. Personne ne pourra saboter ça devant moi. Et si je l'ai fait, ça c'est le patriotisme. Il y a peu de joueurs qui l'ont fait. Et quand on s'est qualifié pour la phase finale en 2004, j'ai vraiment prouvé tout au long de ma carrière, vous savez, revenir sur des choses, c'est moi qui payais les billets, c'est moi qui payais les primes de match. Je me sacrifiais, je jouais les week-ends, le vendredi, le dimanche, je venais jouer ici. Ça, c'est le patriotisme. Justement. Il ne faut pas que les gens ils confondent la générosité et le patriotisme. Et moi, j'étais content de voir votre photo au stade de Marseille. Quand je longeais les couloirs, j'ai vu des grands joueurs. J'ai vu sa photo au stade de Marseille, ça m'a touché. Trop parler, c'est pas mon genre. Vous préférez agir. Je suis plus humble et mon éducation ne me permet pas tout le temps. Mais il y a certaines personnes qui vous poussent à parler. Bien. Les 30 dernières années, j'ai eu le prix en Côte d'Ivoire, le meilleur joueur guinéen des 30 dernières années. Ouais. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est mérité. Une fierté. Il y a aussi rapidement les chaussures, les quais en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous connaissez ces chaussures-là. C'est écrit Titi Camara dessus. Vous avez eu des comment on appelle, des retours sur... Non, ça c'est... Au fait, bon... Donc, c'est avec ça que nous jouait au Maracana. Ils se sont enrichis sur votre dos. Voilà, à l'époque, les gens ils le faisaient. Et après... Pour revenir sur le jeune là non, quand je le vois, même avec les enfants, j'ai l'impression que c'est un ramasseur de balles. Et il n'a qu'à comprendre une chose. Quand j'ai quitté l'AS Kaloum, j'ai mis un forage de 80 millions. Aujourd'hui, j'ai en train d'agrandir le centre de santé de Cancan. Et moi, dans mon projet, je suis venu avec un projet. Les 8 ligues régionales auront un centre médico-sportif. Bien, peut-être qu'on vous invitera dans d'autres émissions. Ici, du groupe Adafo, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Aboubakar Sidiki Camara, connu sous le nom d'Aboubakar Titi. C'est une fierté de vous recevoir dans cette émission. Merci d'être passé. Merci et je souhaite aux citoyens guinéens, au peuple de Guinée, de me choisir, sans oublier, même si vous n'êtes pas électeur, mais les électeurs font partie la population guinéenne. Bien. Et il y aura l'impact. Merci à tous. Merci à tous à l'international. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Mohamed Diaby qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie. Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Aboubakar Foté Souma, Mamoudou Kondé, Vladimir Poutine. C'est un plaisir de vous servir. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.